Paranormal Activity 5, The Marked Ones, ou les marqués, ou ceux qui sont marqués, ouvre en Californie. Le film commence en Californie et non pas au Mexique. Parce que justement, moi je croyais qu'on était au Mexique en fait, parce qu'on le verra dans ce casting, on n'aura que des latinos. Donc le film, ça passe donc dans les barrios de Californie apparemment. Donc on va avoir que ce casting de latinos, donc ça dépayse un peu, pourquoi pas. Hein, on va voir que le cadre va avoir son importance. On le voit venir hein, de toute façon, hein, parce que dans la série des Paranormal Activity, les latinos sont les spirituellement sensibles. Donc on se rappelle de Martine qui avait raison dans le 3, qui avait senti que El Malo está aquí. Donc voilà, donc ça va être la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est toute une communauté qui va scander dans un seul cœur El Malo está aquí. Plutôt que de raconter des conneries, je vais plutôt dire ce qui se passe. Donc en fait, à l'ouverture, le film débute sur une remise de diplôme. Donc on est à l'université, on a le major de promotion qui fait son discours, et dans le public, justement, parmi les étudiants donc, diplômés, on se focalise sur un de ces étudiants-là, et on sent bien que c'est le protagoniste principal qu'on va suivre. Donc ce protagoniste principal, c'est Jess, ou Jessie. Jessie donc est très content, hein, c'est une journée quand même particulière. Son père est là, sa sœur est là, son meilleur ami est là, sa grand-mère aussi. Et ça aussi, c'est un autre trait de ce film, de Paranormal Activity 5, qui m'a beaucoup plu, c'est que ça se passe presque en famille. Je dis presque, parce que le père ne va pas jouer un si grand rôle que ça, ce qui est un sacré raté, on le verra par la suite. Mais voilà, le fils est très proche de la grand-mère. Il va y avoir une amitié très prononcée entre Jessie, pareil, et son ami Hector, qui est donc son meilleur pote, parce qu'ils vivent dans le même quartier aussi. Donc en fait, les gens vivent comme ça dans une sorte d'immeuble, et ils se connaissent plus ou moins de... Voilà, il y a une interaction assez sympa en fait. On va même voir qu'à un moment donné, ils vont demander des choses à des enfants qui sont dans le bâtiment parce qu'ils se connaissent. Donc là, ce film en fait nous sort enfin de l'appartement où tout se passait. Donc c'était un peu étouffant, machin. Ça a aidé, hein, ça a aidé justement à cette sensation du mal qui pénètre là où il ne devrait pas, dans l'espace donc le plus intime qui soit, donc la chambre, l'appartement, pire, la chambre en fait. Et donc il n'y a pas d'échappatoire. Même donc, ça vient nous chercher pendant notre sommeil, là où on est le plus vulnérable en fait, sous la couette. Bah en fait, c'est une astuce qui marche bien, c'est une astuce scénaristique qui marche bien, qui va souligner la tension dans le film. Bah là, Paranormal Activity 5 se passe de cette astuce-là, en fait. Ça va se passer en plein air, ça va se passer dehors, en fait. En pleine journée, même, des fois. Et ça n'empêchera pas qu'on ait, petit à petit, ce sentiment, cet inconfort qui va se mettre en place. Beaucoup moins bien que dans les premiers, quand même, il faut l'avouer, mais l'effort mérite une appréciation, on va dire. Donc voilà, Jessie qui est là, avec son ami Hector du quartier, donc c'est son meilleur pote, un peu foufou, un peu taré. On a sa sœur qui est là aussi, son père qui est venu, son père qui doit travailler dans le bâtiment, j'ai l'impression. On a sa grand-mère qui est là, qui l'a éduquée, parce qu'on apprendra plus tard que la mère de Jessie est morte à l'accouchement. Donc elle l'a élevée, donc il est très proche de sa grand-mère, c'est vraiment touchant. Et donc tout de suite, moi j'ai aimé ça, j'ai aimé cette famille, j'ai aimé cette sœur qui est là, pareil, qui a essayé de se faire belle pour ce jour important finalement. Enfin, on va dire que voilà, son frère lui fait un petit commentaire là-dessus. Enfin, j'ai bien aimé ces dynamiques. Donc bien sûr, la fête ne fait que commencer, il est diplômé, donc ils vont partir de là pour fêter tout cela à la maison. Et on verra donc un autre protagoniste qui va arriver aussi, donc Marisol, une amie très proche aussi de Jessie, et aussi peut-être une amoureuse éventuellement, donc ça ne sera pas exploité vraiment, ça ne sera pas très clair. Bah, tout simplement parce que Marisol joue comme un pied, mais vraiment, elle joue très très mal. J'ai eu beaucoup de mal à la supporter, cette fille. Toujours est-il qu'en partant, donc, en retournant à la maison, hein, donc tout ce beau monde retourne à la maison, pour fêter donc ces joyeux événements, hein. Jessie est quand même diplômé, il a aussi 18 ans, ça va avoir son importance, il a aussi ses 18 ans, enfin, il passe à l'âge adulte. Ils vont croiser donc le major de promotion qui faisait son fameux discours. Alors on ne fait pas vraiment attention à lui, donc il s'appelle Oscar. On ne fait pas vraiment attention à ce Oscar qui a fait le discours, donc c'est le major de promotion, c'est le meilleur élève, donc voilà, qui a fait le discours. Juste au moment où il part, donc il le croise, il est en train lui aussi de fêter ce jour spécial avec sa famille, et il y a son frère. Et son frère, on voit sa gueule et ses tatouages que, bon voilà, on n'a pas trop envie de le chercher. Et d'ailleurs, Hector, le meilleur ami de Jessie, fait un petit commentaire dans ce sens, en disant « Mais attends, mais c'est lui le frère d'Oscar !» Et donc ce frère d'Oscar, ce grand mec tatoué, va un peu revenir dans l'histoire. Mais donc voilà, on nous fait déjà un clin d'œil par rapport à ça. Le film va être rempli comme ça de petits clins d'œil de choses de préparation paiement qui reviendront plus tard vers la fin. On arrive donc dans l'appartement de Jessie, les voisins sont là, les amis sont là. C'est chaleureux en fait, c'est vraiment chaleureux, c'est amical. C'est sympathique, les gens ont apporté des cadeaux, etc. Marisol, qui n'a pas pu être donc à la cérémonie de remise de diplôme, essaie de se rattraper, elle a ramené des choses à manger, etc. Donc voilà, bonne dynamique, bons petits échanges. On a un petit moment de complicité entre Jessie et sa sœur. Sa sœur qui lui fait « Si maman avait été là, elle aurait été très fière de toi. » Et là, il lui fait « Waouh, c'est la première fois que tu me parles si gentiment, etc. » Il lui fait « Ouais, mais il prend pas l'habitude, etc. » Donc voilà, j'ai bien aimé ces petits échanges, ces démonstrations de complicité avec des mots très simples. Un dialogue bien ficelé, voilà, ce serait le mot, un dialogue bien ficelé. Ça marchait bien, vraiment, le top départ, moi, m'a beaucoup plu. Et c'est là, justement, dans cette fête, dans ce moment de liesse, qu'on va venir placer la gêne.
Et cette gêne vient sous la forme d'un appartement aux rideaux, aux fenêtres closes, en fait. Enfin, c'est pas vraiment que les fenêtres sont closes, mais les fenêtres sont complètement obstruées par des journaux. Donc, il y a un appartement au rez-de-chaussée. Donc, comme je disais, tous ces gens-là vivent ensemble. On est tous ensemble, on est tous dans le même immeuble, voilà, l'immeuble du quartier, quoi. Enfin, tous vivent ensemble, non. Hector vit là, Jessie vit là avec sa famille, Marisol n'est pas là, mais bon, bref, elle est tout le temps là, de toute façon, elle est tout le temps fourrée là avec eux. Et dans tous ces appartements qui sont venus fêter, qui sont ouverts, qui sont machin, bah, il y a un appartement bizarre, en fait. Il y a un appartement où on ne voit pas à travers les fenêtres, parce que quelqu'un a collé des journaux de l'intérieur, en fait, a tout obstrué, donc la lumière ne passe pas. Et donc, bah, c'est pas tout à fait normal. Donc, on commence à en parler à table. Donc, Jessie commence à en parler avec des amis. Il leur explique en fait bah, que cette dame-là, qui s'appelle Anna, tout simplement Anna, bah, qu'elle est très bizarre et que des rumeurs courent comme quoi, bah, forcément, hein, les cancans du quartier, bah, qu'elle est c'est un peu une sorcière. Alors, être sorcière très vite pour une femme âgée, un peu secrète, ça va très vite en fait, surtout dans des petites communautés superstitieuses comme ça. En tout cas, elle est louche, elle est bizarre. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais sauf que là, ça va un peu plus loin. Elle est plus que louche et bizarre. Il y a des gémissements en fait qui émanent souvent de son appartement. Et vu que l'appartement de Jessie est juste au-dessus de cet appartement et que la ventilation commune transporte assez facilement les bruits, bah ils entendent ces bruits-là. Donc ils entendent des gémissements et des râles et des soupirs qui viennent de chez elle. Donc qu'est-ce qu'elle trame en fait quelque part? Donc voilà, on l'appelle la bruja. Bruja qui veut dire donc sorcière en latino. Bah, je ne connaissais pas ce terme, hein, je le découvre. Mais il va nous rentrer dans la tête parce qu'ils vont beaucoup le répéter. Elle bruja. Non, la bruja, pardon. Donc il le répète beaucoup. Et curieusement, ça m'a fait penser à ce que j'avais dit dans le commentaire du film de Rosemary Baby, où j'avais dit que finalement les satanistes n'auraient pas mieux trouvé comme refuge que la ville en fait. Parce que dans la ville, on prend refuge dans le scepticisme en fait scientifique, le raisonnement scientifique de la ville. Le citadin ne se dira jamais que mon voisin bizarre est en train peut-être de manigancer des choses, des trucs, que c'est un sorcier. Non, déjà en ville on ne se parle pas, on s'ignore, on ne se connaît pas. Donc c'est nickel en fait. Un voisin sorcier secret, c'est parfait, c'est l'idéal dans une ville justement, parce que tout le monde essaie de surtout pas empiéter sur l'espace de l'autre, peut-être par peur aussi de se voir empiéter sur son espace. Donc non, on a bien délimité les espaces, on a bien délimité les interactions, et on ne se mêle surtout pas du voisin secret, parce que bah, tout simplement ça ne regarde pas, et surtout on n'a même pas le temps de s'en mêler en fait. Ça arrive aussi beaucoup dans l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft, où on a pareil justement ce vieux sorcier qui essaie de faire des choses, qui est éloigné de la ville, mais pas assez malheureusement. Et on entend quand même des bruits qui viennent de cette ferme qu'il possède, donc des gémissements, des choses comme ça. Et en fait, la ville est très curieuse, etc. Donc c'est très dur pour les sorciers de faire leur affaire, de faire leur business tranquillement dans les villages. Donc ça devient plus facile dans les villes, sauf que là non, là ça se contredit du coup, parce que là on n'est pas dans la ville, on est dans la banlieue en fait. On est dans la banlieue, on est dans le quartier, et tout le monde connaît tout le monde. Donc c'est pas la ville, l'anonymat citadine, c'est vraiment le quartier où tout le monde connaît tout le monde, donc tout le monde parle de tout le monde, et malheureusement cette sorcière a mal, enfin cette sorcière, bah oui je spoil du coup, c'est une sorcière effectivement, elle a mal trouvé son logis, vraiment elle n'a pas choisi le bon logis du tout, et en plus elle est bête, on va voir pourquoi, mais la méthode n'est pas bonne non plus, on va dire. Bon bref, elle a décidé d'obstruer les fenêtres, tout cela, pour garder le secret, super, mais le bruit l'a trahi. Et on verra que tout cela aurait pu être évité. Enfin bref, pour le moment, des soupçons, mais bien sûr rien de consommé, hein, rien d'affirmé. Les gens se méfient, prennent des distances vis-à-vis d'elle, ça ne va pas plus loin. À cette soirée-là, donc dans cette fête, le père de Jessie, qui est très fier de lui, bien sûr, lui file une petite enveloppe, une petite récompense, il y a un peu d'argent, et Jessie va en profiter pour acheter... Il me semble qu'il achète une caméra, parce que le truc, c'est que là, déjà, ils ont commencé à filmer. Alors oui, le film est aussi un found footage, hein, bien sûr. Donc en fait, tout ce qui se passe là depuis le début, donc là, jour de cérémonie, Hector qui est venu avec sa caméra, qui a filmé, je crois que ça influence Jessie, et du coup, de l'argent qu'il reçoit, il va dans un pawn shop. C'est un lieu où on va pouvoir récupérer des objets d'occasion, en fait, les revendre ou vendre des objets, etc. Enfin bref, il achète une caméra, mais il récupère une GoPro au passage. Donc voilà, de l'argent qu'il a reçu de son père, voilà ce qu'il achète. Et donc au début, ils vont juste déconner avec, en fait. Donc voilà ce qui va poser un peu, ce qui va venir nourrir, donner un peu la matière du film. C'est-à-dire que c'est des jeunes cons, hein, faut le dire. Et surtout Hector, qui est un peu casse-cou, mais je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est un personnage qui m'a beaucoup fait rire. Donc vraiment le foufou, le taré, mais rempli d'une joie et d'une énergie, mais vraiment contagieuse, en fait. Et on se rend compte qu'en fait, que Jessie le manipule un peu comme il veut. En fait, Jessie va avoir des idées à la con, mais il ne veut pas les faire. Il va pousser Hector à les faire. Hector qui, en fait... On se rend compte à vraiment Jessie à l'ascendant vraiment sur lui, mais de manière assez naturelle en fait, rien de vraiment pas un rapport bullies où il le malmène, etc. Non, pas du tout en fait, c'est juste qu'il a une grosse influence sur lui et Hector s'exécute en fait, c'est vraiment curieux. Et donc on a tendance à croire que Hector est en second plan et en fait juste le sidekick. Et en fait non. Curieusement, à la fin de ce film, c'est presque Hector qui prend les devants. On va le voir bientôt, mais j'ai bien aimé ce retournement aussi. Celui qu'on a pris pour le clown, finalement, je trouve a un rôle beaucoup plus intéressant, touchant aussi, humainement parlant, que celui de Jessie. Bon, Jessie vers la fin devient un sacré connard en fait, mais bon, connard possédé certes, mais connard quand même quoi.
Donc pour le moment, ils font les cons, on n'en est toujours pas là, ils font les cons. Et Jessie donc met la GoPro sur la tête d'Hector, ils prennent une bassine et l'idée c'est qu'Hector rentre dedans et dévale en fait du premier étage où se situe Jessie, il y a un escalier qui donc en pente bien sèche qui descend. Donc l'idée c'est de dévaler tout ça, Hector se pète la gueule, se défonce, enfin bon voilà. Ils rigolent, ils sont contents, ils font les cons. Sauf que là encore une fois, toujours en profitant en fait de scènes filmées, mais non pas parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à filmer, mais juste parce que les jeunes font les cons en fait et qu'ils filment. On va encore capturer une nouvelle scène. Tout comme on avait capturé la scène de l'échange autour de l'appartement, parce qu'en réalité, ce qu'on filmait, c'était la fête. Bah là, en filmant Hector qui fait le con, au moment où il arrive par terre et qu'il essaie de se redresser, que Jessie est mort de rire et qu'Hector lui dit « Mais t'es qu'un connard, t'as vu que je me suis blessé, etc. » Bah là, en fait, on a la porte de l'appartement d'Anna, donc comme j'ai dit, de la sorcière, qui s'ouvre, et on a Oscar qui sort. Donc Oscar, je rappelle, donc c'est le major de promotion. C'est celui qui a eu le major de promotion, tout simplement, quoi, le meilleur élève par excellence, en fait. Et il sort, il a l'air nerveux, il a l'air gêné, on ne sait pas vraiment, il a l'air tendu, et il s'arrache, en fait. Et ses camarades, Jessie et Hector, essaient de lui parler, essaient de l'interpeller, du moins, mais il ne veut pas répondre. Il est pressé, il veut se casser. Et en plus, moi, j'ai vraiment eu un doute, j'ai cru qu'il remontait son pantalon, la première fois que j'ai vu le film, qu'il remontait son pantalon en sortant de chez Anna. Anna est en train de gueuler, de hurler dessus, on sent qu'il y a eu une embrouille. Et lui, il remonte son pantalon, donc je me disais, mais non, en fait, c'est juste qu'il marche avec un pantalon trop grand, enfin, c'est un certain look, quoi. Donc, il remonte juste son pantalon, c'est tout. Enfin bon, voilà, moi, je suis parti dans d'autres idées, on va dire. Et donc, ils essaient de lui parler, et ils sont surpris, en fait, ils comprennent pas ce qu'il fait là, lui. Que fait le major de promotion chez la vieille sorcière à qui personne ne parle? Pourquoi il sort de chez elle? Comment il a même pu rentrer chez elle? On ne rentre pas chez elle. On verra plus tard, elle ne laisse entrer personne. Qu'est-ce qu'il foutait là? Pas de réponse. Et on va encore avoir cette formule du on filme une scène marrante, sympa, drôle, et derrière on capture des choses. C'est qu'à la fin que ça va changer. Vraiment, on va filmer les choses flippantes pour ce qu'elles sont, pour garder une trace, pour témoigner, pour avoir une preuve. Mais pour le moment, on est toujours dans ce délire-là. Donc ce soir-là, ou un soir plus tard, ou peu importe, Jessie, Hector et la grand-mère qui s'envoient des shots de tequila. Mais c'est génial. Moi, j'ai adoré le film pour ça. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose, bien sûr. Si on va dans un paranormal activity en s'attendant à être effrayé tout le temps, bah oui, c'est sûr que non, ça va pas marcher. Mais moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé qu'ils tissent là, surtout ce jeu intergénérationnel, en fait, que les jeunes soient là avec la grand-mère, que ça s'amuse, que ça rigole. On a un peu eu ça avec Martine et Ali dans le 2. Ça n'a pas été vraiment développé, surtout parce que Martine se fait virer très vite, en fait, de l'histoire. Elle pressent quelque chose, elle le dit, on ne l'écoute pas, on la dégage. Fin de l'histoire. Là, je trouve qu'on a ce jeu intergénérationnel. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup touché, même dans la fête, finalement, de remise de diplôme de Jessie. Jessie danse avec sa grand-mère, quoi. C'était touchant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a plu, quoi. C'est cool. Ils se donnent des coups de cul, comme ça. Joyeusement, bien sûr, hein, rien de bien tordu. Et donc, ce qui va se passer pendant qu'ils prennent les shots, donc ils filment, qu'à la grand-mère, en fait, elle est pétée, donc elle se met à chanter. Ils entendent encore ces fichus gémissements et ces bruits qui viennent de chez la voisine. Donc, encore une fois, je rappelle que Jessie habite juste au-dessus de chez Anna. Anna est juste en dessous. Donc, ils entendent encore ces bruits. Il y a un nouvel élément qui vient changer la donne, c'est qu'il y a une GoPro. Donc, cette GoPro, on peut l'attacher et la baisser, elle continue à transmettre, on peut la baisser à travers donc, la ventilation, et elle est espionnée chez Anna. Donc ça, c'est une idée d'Hector. Donc Jessie s'exécute, ils sont pétés de toute façon, ils font glisser cette fameuse caméra pour essayer de voir en fait qu'est-ce qui gémit, qu'est-ce qui machin. Et pareil, je n'ai jamais compris en réalité ce qui gémissait, parce qu'on va voir ce qu'elle est occupée à faire en fait, Anna. Quand la caméra arrive donc du coup au niveau de la ventilation, enfin quand elle arrive en bas de chez elle, l'image est retranscrite sur un écran. Hector est en train d'observer l'écran tandis que Jess fait descendre cette GoPro. Il voit une femme à poil, un corps magnifique, hein, une femme à poil. Voilà, elle est debout au milieu d'une pièce, elle ne bouge pas, et elle attend. Hector est complètement fou, waouh, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie, etc. Donc je rappelle qu'il est vraiment très con, hein, donc voilà, c'est drôle, hein, ça peut être drôle. Hector veut voir, il s'embrouille, c'est des jeunes cons. Jessie veut voir la même chose, pareil, mais Hector lui dit, mais non, tu lâches surtout pas cette caméra, tu continues ta mission, là c'est le plus beau jour de ma vie, tu me gâches pas ça. Et là, dans le champ, entre Anna, toute vieille, toute ridée, toute nue, toute large, toute forte. Hector nous apprend qu'il a débandé, bon, on devait le savoir, vous voyez. Et là, elle se met à dessiner des choses avec ses doigts, donc, trempés dans peut-être du sang, c'est rouge, hein, après tout, sur le ventre de la femme. Et là, Hector dit à Jessie, mon Dieu, mais putain, mais il y a Anna, elle est en train de faire de la peinture au doigt. C'est difficile à traduire, du coup, parce qu'elle dit, she's finger painting her, et donc, elle est en train de lui faire de la peinture au doigt. Et Jessie qui lui fait quoi? Elle est en train de la doigter, il fait, non, c'est pas ce que j'ai dit, putain. Et ce que fait Anna, en réalité, c'est de dessiner, donc, sur ce ventre de femme, qu'on devine peut-être enceinte, on ne sait pas, mais qu'il est, hein, c'est sûr, un triangle avec un cercle à l'intérieur. Donc ce signe, si on se rappelle, c'est le signe d'invocation, en tout cas d'attachement de Toby. Quand justement Louise, la grand-mère, attache Toby à la maison, dans le réduit, dans le petit réduit, c'est ce signe-là qu'elle met. C'est ce même signe qu'on retrouve, c'est cette vieille sorcière en train de dessiner sur le ventre de cette femme. Sauf qu'il n'y a pas de raison de gémir en fait.
Du coup, je ne sais pas ce qu'elle fichait d'autre, en fait. Est-ce qu'il y avait une préparation, un rituel? On aura peut-être une explication plus tard. Enfin, en tout cas, je me suis fait une explication plus tard, mais là, sur le moment, je me suis dit, mais elle s'est fait cramer toute seule comme une conne pour rien, en fait. Si c'est ça l'opération, si c'est de dessiner ce... Est-ce que les gémissements sont pour invoquer quelque chose avant de procéder à cela? On ne saura pas. Mais en tout cas, voilà. Cette sorcière se fait cramer par des gémissements qui ne sont pas expliqués. Donc du coup, c'est un peu facile, mais bon, bref. Bien sûr, les jeunes, à force de faire les cons, ils se font cramer. Parce que du coup, la GoPro va taper contre donc, la grille de la ventilation au niveau de chez Anna. Elle se retourne, elle a compris qu'il se passe quelque chose. Et là, ils paniquent, ils font remonter la caméra très rapidement. Donc, on n'aura pas la fin du rituel. Sauf que là, maintenant, les jeunes sont alléchés. Voilà, leur curiosité est titillée. Donc, ils veulent en savoir plus. Ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, l'idée, maintenant, soit il faut rentrer chez Anna, soit... En tout cas, il faut la faire chier, quoi. Ils veulent en savoir plus. Donc, ce qu'ils vont faire dans un premier temps, ils vont faire des conneries. Donc, ils vont demander à des jeunes du quartier, enfin des jeunes de l'immeuble, qui jouaient par là, des petits jeunes, hein, peut-être un gosse de 14 ans, je dirais. Ils lui demandent d'aller taper chez elle, de frapper chez elle. Et ils filment la scène, justement. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils espéraient avoir. Bon, le gamin va frapper chez elle, et le gamin, automatiquement, vu qu'il frappe qu'elle ne répond pas, Jessie lui dit, mais appelle-la. Et le gamin, automatiquement, sans réfléchir, dit, Brouha, est-ce que tu es là? Donc, sorcière, est-ce que tu es là? Donc, ça les fait rire, bien sûr. Et là, il insiste, de môme, il insiste, et sauf que, en fait, elle apparaît derrière eux. Elle était sortie, apparemment, donc là, elle apparaît, elle se met à la gueuler dessus. Donc, eux, ils paniquent, le môme panique, s'enfuit en courant. Jessie, et Hector, ils lui font face, en fait. Hein. Mais ils sont morts de rire de leur propre blague, mais ils lui font face. Elle est complètement hors d'elle, mais sans raison, en plus, mais voilà, elle est vraiment énervée, par contre... Enfin, si, la raison, c'est peut-être qu'on l'a appelée brouhaha, du coup, je viens de réaliser. Mais en tout cas, ça la met hors d'elle. Mais c'est une brouhaha, putain, je fous de la gueule du monde. Donc, ça l'énerve, et elle leur dit... menace prémonitoire, elle dit à Jessie, enfin elle leur dit, vous ne savez pas ce qui vous attend, tu ne sais pas ce qui t'attend. On ne sait pas exactement à qui elle s'adresse, mais quand on a vu tout le film, on comprend en fait qu'elle s'adresse à Jessie, ce pauvre con, il n'a pas compris du coup. Elle dit, tu verras bien, tu ne sais pas ce qui t'attend. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais sauf que eux, ils sont déjà lancés, donc ils veulent continuer à la faire chier. Donc l'autre plan qu'ils trouvent, c'est d'allumer des pétards. Mais c'est juste en bas de chez elle, enfin c'est derrière chez elle, c'est pas devant la porte, mais derrière, ils veulent allumer des pétards, peut-être aussi pour la faire chier. Sauf que les pétards ne s'allument pas. Donc ça, ils le font de nuit. Les pétards ne s'allument pas, Hector il retourne pour essayer de l'allumer, Jessie essaie de filmer la scène. Quand il essaie de rallumer la scène, Jessie essaie de lui faire peur en faisant un gros boom. Hector, ça le fait sursauter, bien sûr. Ça fait un sorte de jumpscare mignon, mais c'était pour cacher un autre jumpscare. Parce qu'en fait, Oscar va débouler derrière Hector en tombant sur une poubelle. Un gros boom du coup, le boom qu'on attendait. Et il est pris de panique, il est pris de terreur, il s'enfuit très vite. Et effectivement, on comprend qu'il est descendu de chez Anna, qu'il a sauté par la fenêtre. Et au moment où il se barre, et Hector et Jessie sont en panique, ne comprennent pas ce qui se passe, le pétard part en pétard. Et du coup, voilà un peu ce qui conclut la scène, dans la panique, dans les cris, dans les bruits. Oscar qui s'enfuit à l'extérieur. Et on a tout de suite des sirènes qui lui courent après, etc. Donc ça, par contre, en termes de temporalité, c'est un peu bizarre, parce que, ok, on va voir qu'il a commis un meurtre, mais... Là, 5 secondes ne se sont même pas écoulées en fait. Et plus tard, il sera recherché pour cela. Donc il va disparaître, on ne saura pas où il est, il va être recherché pour cela. Et on va l'appeler The Gunman, je crois, celui qui a tué Anna, sauf qu'on n'a pas entendu de coup de feu. C'est curieux en fait, surtout que Jessie et Hector étaient juste derrière chez elle au moment du meurtre. Donc on n'a pas entendu de coup de feu, donc ils l'ont appelé... J'aurais préféré croire plutôt qu'il l'a poignardé à mort, plutôt quelque chose dans ce genre-là. Et surtout, qu'est-ce qui a prévenu les flics? Il vient de commettre le crime, il s'enfuit. Et là, les flics débarquent très très vite. Jessie et Hector continuent à filmer un peu toutes les scènes, mais ils ne disent pas qu'ils ont filmé la fuite d'Oscar. Sauf que les flics finissent quand même par savoir que c'est lui et à mettre un avis de recherche pour Oscar. Donc, la partie enquête m'échappe complètement. Il n'y a pas d'interview des voisins, il n'y a pas d'enquête sur le terrain. Ils mettent interdit d'accès, ils condamnent donc l'appartement d'Anna, amènent le corps. Jessie et Hector n'en reviennent pas. Ils disent mais c'est dingue quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu crois que c'est Oscar? Et en fait, ce qui leur fait peur à ce moment-là, s'ils ne vont pas aux flics pour raconter ce qu'ils ont vu, c'est que comme j'avais dit au début du film, ils ont vu Oscar avec sa famille. C'est la première fois qu'ils ont vu qu'Oscar avait dans sa famille ce mec donc qui s'appelle Arturo, le mec au tatouage, qui est dans un gang. C'est même pas qu'il est dans un gang, je crois qu'il dirige un gang. Donc ils se sont dit mais il n'y a pas moyen qu'on aille se mettre ce mec sur le dos en fait. Et donc il y a Marisol, donc ils en parlent avec Marisol qui leur dit oui mais sauf que si Oscar vous a vu, il a vu que vous aviez une caméra, donc vous avez des preuves contre lui, donc il va peut-être revenir pour vous. Donc on est dans un raisonnement qui met complètement de côté la part surnaturelle des choses en fait. On est dans des craintes assez terre à terre, assez pragmatiques. Est-ce qu'il a vu la caméra? Non, Oscar a des années-lumière de s'inquiéter d'une caméra à cette heure-ci. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte, bien sûr. Oscar est absolument sur un autre plan d'inquiétude en ce moment, sur un autre plan de terreur, alors qu'on ait filmé sa tête ou pas, il en a plus rien à foutre, en fait. En tout cas, eux, voilà ce qui les inquiète. Mais cette inquiétude ne va pas durer longtemps. En fait, dès que Marisol, c'est un peu la voix de la raison. Enfin, on va voir que pas tout à fait, mais par moment, normalement, c'est elle la voix de la raison. Dès qu'elle se retire, que les garçons sont entre eux, ils deviennent cons. Ils se retrouvent encore entre eux, ils passent une soirée à fumer des pétards, je crois, je sais plus ce qu'ils fument, mais en tout cas, ils sont complètement pétés.
Et ils en parlent, waouh mec, tu te rends compte quand même, on a une morte elle est morte juste en dessous de chez nous, c'est incroyable. L'autre qui dit, ouais mais moi je pense qu'à Arturo, je comprends pas. Enfin non, qu'à Oscar, comment il a pu faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment donné, mais attends, mais si on y allait là, on pourrait trouver plus de trucs. Hector n'est pas chaud au début, mais bien sûr, comme Jesse a toujours l'ascendant, dès qu'il a une idée, tôt ou tard, on finit par la faire, donc ils y vont. Ils vont en pleine nuit avec des caméras, avec la lumière de la caméra, pour filmer et mener leur propre enquête en fait dans l'appartement de la défunte. Ils y vont, ils sont pétés, hein, donc ils ont une excuse, ils sont complètement pétés. Ils y vont, ils rentrent donc, ils transgressent en fait cette interdiction de rentrer dans l'appartement. Ils rentrent, ils commencent à fouiller dans le noir. On est toujours dans l'attente de jumpscare, mais on n'en a pas vraiment. Donc moi j'y m'attendais, je me disais, ah, là, ça va se passer, là ça va commencer. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver un hôtel, enfin ils vont trouver des éléments ritualistiques en fait. Ils vont rentrer dans une des chambres. Alors je crois que ce qui les attire dans cette chambre, c'est le bruit d'un enfant qui pleure. Et effectivement, ils vont suivre ce bruit, donc ça les fait flipper. Moi, c'est là que je suis parti. On rentre dans l'appartement où il y a eu un mort ou une morte, qu'on prenait pour une sorcière, enfin une histoire très chelou, en tout cas, peu importe, bref. On fouille l'appartement dans le noir, c'est la nuit, on se perd un peu dans les endroits, on trouve pas, et tout d'un coup, on entend un bébé pleurer dans une chambre. C'est plié, j'ai envie de dire. Mais eux, ils y vont. Ils vont voir, ils ouvrent, et effectivement, en fait, ce n'est pas un vrai bébé, c'est une poupée, en fait, qui est couchée dans une sorte de petite crèche, comme ça, mais tout naturel, tout creepy comme il faut. Et à côté, on a des instruments, comme des instruments chirurgicaux, ou voilà, c'est très curieux, on ne sait pas ce que ça fait là. Et à côté, il y a aussi un hôtel, une sorte de petit hôtel avec des petites pierres, des éléments, des choses qui font un peu sorcière, bien sûr, tout de suite. Hein. En tout cas, on se dit que voilà, il y a de quoi faire un petit rituel sympa des familles. Je ne sais pas ce qui attire leur attention à un moment donné vers un placard qu'ils vont ouvrir. Ils vont voir une cassette sur laquelle il y a marqué Christy et Katie, donc du nom des petites. On se rappelle du coup qu'effectivement, une fois que les petites, Christy et Katie, ont été récupérées par la secte, enfin, après la mort de leur mère et du beau-père, en fait, la secte va faire des tentatives d'interaction entre elle et Toby qui parle à travers les petites, et que ces scènes-là sont filmées. Donc en fait, ce sont les cassettes. Cassettes qui plus tard seront léguées, qui vont se traîner dans toutes les familles et dans tous les films. Voilà, donc on a un petit clin d'œil sur une de ces cassettes-là. Pendant qu'ils continuent leur investigation, je crois qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Enfin, si, je suis bête. Ils tombent sur du sang. Donc dans un des lits, dans le lit, donc apparemment il a tué dans son sommeil, faut croire. Il y a le sang. En fait, il y a le sang de Anna, mais une grosse flaque de sang en fait. Et sur le mur, avec ce sang, il y a marqué vivez, il vit ou vive quelque chose. Du coup, j'ai pas compris qu'est-ce qui vit. C'est forcément Oscar qui l'a écrit. À moins que ce soit Anna qui a voulu mettre Oscar. Enfin, Oscar m'a tué, mais non, je crois pas. Donc du coup, c'est Oscar qui l'a mis. Oscar qui a mis vivez, il vit quelque chose. Enfin, je pense qu'il fait allusion à Toby du coup, au diable. Le diable est là, il vit, il est là, il est présent. Bon, bref. On ne peut pas faire un message plus cryptique en fait, à part le It de Stephen King dans It justement, quand un des protagonistes se donne la mort et écrit juste comme message d'adieu It, donc ça, génial quoi. Donc là c'est Bibé, on a Bibé qui écrit, ça ne sera jamais expliqué d'ailleurs. Alors juste il vit, il est là, il vit. Bon, on comprend qu'il parle de la présence en fait. Donc là ils vont se faire surprendre par Arturo, qui lui aussi venait mener son enquête parce que pour lui ce n'est pas possible, ce n'est pas son frère. On comprend qu'il y a quand même une relation d'amitié, enfin de fraternité très forte entre ce gangster et finalement son petit frère. Il ne comprend sans doute pas cette descente aux enfers de son frère, qu'il ne reconnaît plus, donc il vient lui-même mener son enquête. C'est curieux du coup, parce que quand on voit le bonhomme, on ne s'attend pas du tout à ça. On ne s'attend pas à de l'affection, on s'attend à de la menace en fait. Il a une bonne gueule en plus. Et finalement non, il est là lui aussi pour essayer de comprendre. Et il leur demande de dégager. Donc en fait, Jesse et Hector dégagent du coup avec leur caméra, et donc ils se cassent. Mais avant de se casser, et c'est là que ça devient un peu jeu de rôle, dans ce film des fois, je trouve. C'est-à-dire que donc, on est à la première personne, on fouille un peu, etc. Donc on arrive sur les scènes du crime, tout cela, et bien sûr, on va tomber sur un journal qu'on va décrypter pour un peu mieux comprendre l'intrigue et avancer un peu. Donc bien sûr, comme par hasard, il y a le journal de Anna qui est là. Donc journal, vieux cuir autour, donc tombé par terre, pas loin de la flaque de sang, que les flics ont curieusement laissé là. Bon, et bien sûr, ce journal, ils le récupèrent. Ils partent avec, quand Arthur leur demande de dégager, ils l'ont déjà récupéré, donc ils partent avec. Et donc, c'est ce journal qu'ils vont essayer de décrypter le lendemain avec Marisol. Donc là, franchement, quand c'est comme ça, vous tombez sur le journal du grand méchant, et il y a des éléments dedans qui vont avancer l'enquête, ça fait vraiment jeu de rôle Cthulhu, en fait. Mais bon, c'est toujours mieux que j'ai été sur Internet et j'ai vu que. Il me semble que c'était ça dans le 3. C'est pas Ali qui va sur Internet et qui trouve que oui, j'ai vu que justement les démons aiment bien les premiers enfants, les premiers fils de. Bon, je sais plus. Donc on va pas trop critiquer finalement. Le journal chez la sorcière, allez, ça tient. Pourquoi elle tiendrait un journal écrit qui explique toute l'intrigue? Je ne sais pas, mais elle est sympa. C'est cool pour l'histoire, en tout cas. Donc, ils vont essayer de décrypter le contenu de ce journal. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont les mettre sur la piste. Déjà, ils voient effectivement qu'il y a ce rituel possible, triangle sur le ventre avec le cercle. Donc, habituellement,
apposés sur des ventres de femmes enceintes. L'idée étant ici, en fait, d'invoquer et de créer une sorte d'enfant, de rejeton du diable, parce que justement, dans l'invocation, il y a un moment donné, il y a une formule d'ailleurs qui est dite, levantese incubo, viens incube, ou... Oui, viens incube et viens incuber, quoi. Donc, quelque part, le démon est là pour venir s'accoupler avec cette victime, avec cette femme. Alors, est-ce qu'elle est déjà enceinte quand il s'accouple avec elle? Est-ce qu'il pervertit donc cet enfant? Ou est-ce qu'il s'accouple avec elle et ensuite ça donne un enfant? Je crois que c'est la première version. Et donc, c'est peut-être ça les cris, finalement, les gémissements. On ne l'a pas vu, mais c'est peut-être ça les gémissements, du coup. Donc, c'est le diable qui vient s'accoupler avec ses femmes. Ça ne tient pas vraiment, vu que quand on voit Anna en train de faire le cercle sur le ventre de la femme, elle a déjà hurlé avant. Donc, bon, je ne sais pas. Mais bon, bref, ça aurait pu être une explication plus simple, quoi, voilà. Ils n'ont jamais essayé de le faire, mais ça aurait pu être ça. C'est tout bête, quoi. C'est Rosemary Baby, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Dans le journal, il y a aussi la formule, la recette, on va dire, pour créer des portes temporelles. Donc, des portes temporelles qui permettent justement de voyager d'un lieu à l'autre. Mais attention, il faut que ce soit des lieux impies. Comme un vampire qui poserait son cercueil, quoi. Que de lieux impies en lieux impies. Donc, de lieux occultes en lieux occultes, de lieux profanes en lieux profanes. Donc, ils donnent la recette. Dans le bouquin, il y a carrément la recette pour le faire. Donc ils se disent, on va le faire. Je me demande si c'est pas Marisol en plus qui le dit. Parce que tout ce que Hector dit, c'est c'est cool, putain, si on pouvait faire une porte comme ça, on pourrait aller aux Bahamas, etc. Je sais plus quoi. Et elle lui dit non, c'est que de lien impie en lien impie. Ok? Ils disent qu'ils vont le faire. Donc il faut une porte noire, un miroir noir, justement. Ça rappelle les bougies noires de Rosemary Baby. Donc il faut aussi un miroir noir. Donc pour avoir un miroir noir, qu'est-ce qu'elle fait, Marisol? Elle prend un miroir, elle le bombe en noir, tout simplement. Et donc leur plan, c'est de vraiment essayer de faire. C'est juste pas possible en fait. Là, c'est vraiment, c'est soudain, c'est trop soudain quoi. Ils sont pas pétés, ils sont tout à fait lucides, ils savent ce qu'ils font. Ils vont essayer d'invoquer un incube, ils vont faire un miroir noir. Parce que ça encore, ça pourrait être juste un jeu. Tiens, on fait un petit miroir noir, on essaie de voir si la formule marche. Non. Vu qu'ils peuvent pas le faire chez eux, ils vont amener ce miroir noir dans une église fermée la nuit. Donc ils vont rentrer par effraction pour faire la cérémonie dans une église. La nuit. C'est là qu'Avril aurait dû arriver dans l'histoire. Qu'il sent que quelque chose a troublé la force, qu'une grosse connerie a troublé la force en fait. Avril, donc je rappelle, Avril c'était justement censé être le démonologue qui devait être appelé par Christy et Mika. Sauf que Mika n'en voulait pas et à la fin il change d'avis mais trop tard. Avril n'est pas disponible parce qu'il est en train de se battre contre d'autres démons ailleurs dans le monde, j'imagine. Donc là, Avril aurait dû sentir qu'il y a une grosse connerie dans la force là. Et arriver les voir et leur dire mais qu'est-ce que vous avez foutu? Je vous ai vu dans un rêve. Ne me dites pas que vous avez invoqué un démon à travers un miroir noir dans une église la nuit. Et eux, si. C'est-à-dire que concrètement, donc ils prennent ce miroir noir bombé en noir, ils rentrent dans l'église la nuit, ils le posent par terre. Avant de le poser par terre, ils prennent du scotch pour faire un gros triangle et un cercle à l'intérieur. Ils posent le miroir là, ils se mettent aux 3 angles du triangle et ils commencent à réciter justement l'incantation Te invoco, levante, voilà, viens à moi un cube, viens à moi. Même pour rigoler, c'est pas drôle en fait. Je sais, pour une bande de potes, faire ça. Surtout qu'il y a Marisol dedans. Et juste depuis le début, Marisol, c'est la peureuse, c'est la prudente. Je n'ai pas compris. À ce moment-là, elle pète un câble, quoi. Comment ils sont disposés? La caméra, en tout cas, le plan, ils ont posé la caméra par terre pour se filmer. On a Hector à gauche, Marisol à droite, enfin peu importe. En tout cas, on a Jessie au centre. Et derrière Jessie, tout au loin, là-bas, on a un vitrail. Donc c'est la nuit, il y a une petite lumière bleutée à travers le vitrail, mais c'est tout. Quand ils font levantase, incubo, levantase, il y a une putain d'ombre, en fait, dans le fond qui se retourne. En fait, ce qu'on prenait, enfin, c'est qui est d'ailleurs, une sorte de pilier, l'ombre d'un pilier, c'est comme si quelqu'un était caché derrière le pilier, se retourne juste pour faire coucou, et se remet à nouveau de profil, pour se fondre avec le pilier. Et voilà, c'est ça Paranormal Activity, ces petits trucs à la con. Et donc ça marche bien, donc du coup, mais après ils attendent, ils ne se rendent pas compte que quelque chose est déjà passé, que quelque chose s'est déroulé, donc ils attendent. Et ce qui va se passer, honnêtement ça n'a aucun intérêt. Ce qui va se passer, c'est que Hector va se faire chier et dire il se passe rien, je me casse, il se casse, donc Jessie reste avec Marisol. Et c'est le moment où le film essaie de tisser un peu l'ambiguïté entre eux deux. C'est-à-dire, il y a peut-être une histoire d'amourette un peu... voilà. Histoire d'amourette qui va être importante plus tard quand Jessie possédée verra toutes ses pulsions, en fait, gagner en intensité. Sauf qu'il ne la développe pas assez, là. On sent juste qu'il parle un peu de ça, mais bon, c'est vraiment vite fait. À aucun autre moment dans l'histoire, on a Jessie qui tient à voir Marisol, ou Marisol qui tient à le voir et que... voilà, ça discute, ça parle, et qu'il y a un petit malaise, peut-être machin. Il ne le développe pas du tout. Donc en fait, ça sort de nulle part, le coup de sang, de jalousie de Jessie plus tard. Voilà. Mais là, ils l'ont esquissé. Donc ils parlent entre eux, et puis tout d'un coup, ils entendent un bruit au loin. Ils disent, mais c'est peut-être Hector. Donc ils vont voir. Ils font ce que je déteste le plus dans les films d'horreur. J'entends un bruit, j'y vais. Le bruit change de place, j'y vais encore, parce que je crois que c'est un ami. Le bruit change encore d'endroit. Je suis toujours le bruit. Non, mais il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc ils entendent un bruit, ils disent, c'est Hector. Ils vont voir. C'est donc tout au fond de l'église. Puis le bruit arrive d'ailleurs, ils y vont, ils voient rien. Le bruit arrive encore d'ailleurs, ils y vont. On voit bien qu'ils ont peur, mais ils y vont. Ils sont là. Hector, c'est toi, hein. Vas-y, sors, vas-y. Le bruit les amène jusqu'aux toilettes. Et là, donc, bien sûr, le bruit vient à travers d'une des chiottes, mais ils ne savent pas lesquelles. Donc, ils ouvrent une première porte, une deuxième, une troisième, et la quatrième ne veut pas s'ouvrir. Donc, ils regardent en bas, en dessous donc, du coup, de la porte en question.
Comme dans toutes les chiottes, justement, il y a toujours des ouvertures vers le bas pour passer plus facilement le balai, hein, question d'hygiène. Il regarde en dessous, il regarde à l'intérieur, il voit qu'il n'y a personne. La pièce est fermée, mais il n'y a personne. Et il semble que le bruit venait de là. Donc ils disent, bon, bah, ok, bah, il n'y a rien en fait. Il commence à partir et à nouveau, ça toque à nouveau sur cette porte. Donc là, ils se retournent, ils regardent, ils ne comprennent pas. Et là, bah, Toby fait ce qu'il adore faire, frapper aux portes de manière vénère pour te faire flipper. Donc il le fait très très fort, il panique bien sûr, ils partent en courant. Ils laissent tout, hein. Ils laissent leurs affaires, je crois qu'ils laissent... Donc ils laissent le cercle qu'ils ont tracé au milieu de l'église avec du scotch. Hein. Donc le fameux cercle avec le signe ritualistique là qu'ils ont mis. C'est incroyable quoi, bref. Et ça ne fait même pas d'histoire dans le quartier derrière. Enfin, le prêtre qui vient ouvrir l'église le lendemain, mais waouh quoi. Un symbole satanique en plein sur le sol. Et donc ils se barrent. Pourquoi je disais que cette scène ne sert à rien? C'est que là ils nous font croire que c'est grâce à ça qu'ils ont invoqué Toby. Mais en fait non, pas du tout. Il est déjà là en fait. On va voir que dans cette histoire, ce n'est pas une histoire de possession. Enfin, c'est de la possession, mais c'est pas Toby qui essaie de posséder les corps de gens pour prendre corps. Il crée son armée, c'est autre chose ici. Il y en a plein des cas comme les Marked Ones, c'est l'armée de Toby. Ce sont des gens, ils sont déjà maudits en fait. Ils sont maudits parce qu'à la naissance déjà, enfin non, quand ils étaient dans le ventre de leur maman, il y a eu ce triangle et ce cercle autour. Et donc, ils sont foutus de toute façon. L'invocation ne sert à rien, parce qu'invocation ou pas, Jesse est déjà foutu. On va le voir bientôt. Et invocation ou pas, Toby est déjà là. Donc, je n'ai pas compris. La porte temporelle ne sert pas à faire venir Toby. En plus, la porte temporelle, c'est pour permettre aux membres de la secte de voyager d'une porte à l'autre, pas de faire venir Toby. C'était juste pour nous faire peur à ce moment-là, parce que le film commençait peut-être à s'essouffler. Cette scène était inutile. En plus, elle n'apporte à rien, je trouvais, parce que ça soulignait plus, en fait, tout bêtement, le côté idiot de Jesse et de Marisol, sauf que Marisol, c'est pas son genre, justement, qui allait bomber un miroir noir et essayer de faire une séance ritualistique satanique dans une église la nuit, quoi. Donc après cette scène-là, ce qui va se passer le lendemain, c'est que Hector va venir réveiller Jesse. Il dort, donc Hector arrive, le réveille, filme la scène, encore une fois, parce qu'il se marre, il va lui dessiner une bite sur la joue, quoi, en fait, pendant qu'il dort. Donc voilà, ça le fait marrer, donc il filme la scène. Toujours une petite raison pourquoi il filme. Jesse se réveille, il dit que j'ai eu un rêve hyper chelou, j'étais avec des femmes, et Hector lui fait, c'est pas un rêve chelou, ça, c'est un bon rêve. Il fait, non, des femmes vraiment âgées, vraiment vieilles, on est dans une ferme, il se passait un truc, je me rappelle plus, etc. Et il se lève, et au moment où il se lève, Hector se rend compte qu'il y a du sang sur le lit. Et Jesse se rend compte qu'il a comme été mordu à la main, et que c'est ce sang-là qui se retrouve sur le lit. Donc on s'est dit qu'un rituel a commencé, et que Jesse est concerné par ce rituel. En tout cas, il a été convoqué. Quelque chose a dû se passer avec Toby, vu qu'il a été mordu. Et on se rappelle que Toby adore mordre. Quelques détails qui ne vont pas là-dedans, c'est que Toby, il mord à la fin, quand la victime est à point. Quand elle est vraiment à point, sous forme de... Voilà, il a cuisiné à force de peur, de trouble, de doute. Il l'a isolée, il a réussi à la faire douter de tout. On la croit folle, elle est affaiblie, elle est à point. C'est là que Toby mord. Là, il aurait mordu déjà Jesse. Ça me dérangeait un peu par rapport à la procédure habituelle de Toby. Voilà. J'aimais bien sa façon de faire, et là, il la change sans raison. Deuxièmement, ce rêve n'est pas anodin. C'est dommage. Si Jesse doit faire le rêve d'être avec ces vieilles dames, mais ça aurait pu être une scène de fou. Ah, j'ai oublié, c'est un fan footage. Donc non, on peut pas le filmer. Donc il pouvait qu'elle le raconter, c'est vrai. Mais c'est pas grave, qu'il raconte au moins le rêve, et qu'il dise qu'une forme est venue vers moi, etc. Et elle m'a mordu, je me suis réveillé, mais comment c'est possible que cette marque, dans le rêve, se retrouve dans la réalité? Et blablabla. Non, on développera pas ce point. Il se réveille, il y a du sang sur le lit parce qu'il a été mordu. Hector lui demande, mais c'est toi qui t'es mordu tout seul peut-être? Il dit, mais t'es con ou quoi? Comment veux-tu que je me morde? Donc ça c'est loupé. Et en plus c'est déclenché, il n'y a pas de raison. Donc je veux bien qu'on sacrifie l'idée du Toby qui morde sa victime une fois qu'elle est à point, mais là c'est sans raison. Juste un matin il se réveille, il a été mordu quoi. Ça a commencé, le protocole a commencé. L'infestation est en marche. Ça aurait été bien que ça commence par quelque chose d'autre, quoi. C'est crescendo toujours, tout ça. Ça ne peut pas tout d'un coup partir sur de la morsure. Il aurait fallu qu'il fasse quelque chose et qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'il a invoqué cette porte temporelle. La porte temporelle, c'est pour que les membres de la secte puissent voyager. Ce n'est pas pour faire voyager Toby ou pas. Et Jesse, dans tous les cas, porte temporelle ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure, était déjà maudit. Donc c'est déjà fait. Il aurait fallu qu'il y ait des signes déjà, des petits signes comme ça qui montrent que quelque chose ne va pas avec Jesse. Ça commence parce qu'il a enfin passé l'âge adulte. Et donc, quelque chose se met en place. Voilà. On n'a pas ça. Du coup, ça ne donne pas... Voilà. C'est con, hein, j'insiste vraiment là-dessus, mais j'aime bien comprendre pourquoi ça commence maintenant et pas un autre jour. Ok, il a 18 ans, d'accord, certes. Il aime bien attendre qu'ils aient passé un certain âge, mais pourquoi? Pourquoi 18 ans? Pourquoi l'âge de la majorité serait celle de l'âge de la majorité du démon? Je trouve ça un peu faible quand même, c'est un peu con. Il a 18 ans, c'est bon, je peux aller me servir. En plus, il les a eu hier, les 18 ans. Il les a pas eu ce jour-là. Bon, bref. Donc voilà, c'est dommage. J'aime bien quand ça se justifie. Voilà. Passons. Jesse va se rendre compte, bien sûr, qu'on lui a dessiné une bite sur la joue. Donc voilà, ça va donner un fou rire entre Hector et sa sœur, qui est aussi dans les parages, qui est toujours là, qui vient faire un petit coucou de temps en temps, mais qui, c'est vrai, ne servira pas à grand-chose. Et un autre détail intéressant aussi, je crois, c'est que
justement, enfin un détail intéressant, c'est juste un classique dans ces films-là aussi, c'est que les animaux ont toujours ce sixième sens vis-à-vis des démons ou autres. Donc le petit chien, il y a un petit chien dans la maison de Jessie, donc il fait partie de la famille, je crois qu'il s'appelle Chavo ou un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, autant au début du film, on a souvent vu Jessie jouer avec Chavo, bah là, Chavo ne veut plus rien avoir à faire avec Jessie. Donc il lui grogne dessus et il le fuit. Donc toujours ce sens inexpliqué des animaux vis-à-vis des démons ou des cas de possession. On se rappelle d'ailleurs du chien dans le Paranormal Activity 2, le pauvre chien qui s'est fait tabasser dans la cave à un moment donné. Alors encore une fois, plus tard, il n'y a pas vraiment d'intervalle temporel respecté ici qui se répète, ou voilà, c'est juste que tout d'un coup des choses se passent, il filme et on voit la scène. Il se trouve qu'il va se passer quelque chose de particulier dans cette scène en question. Donc il se trouve juste que Jessie, Hector et Marisol se retrouvent chez Jessie, ils se mettent à jouer au jeu de Simon Says. C'est cette boîte musicale là, avec les 4 couleurs et puis ça fait bip 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 et nous on doit refaire bip 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 bip, voilà. Ils jouent à ce jeu-là, donc ils filment la scène, ils filment le jeu, ils sont en train de boire aussi, ils s'amusent bien, et en fait ça ne marche pas. Le jeu ne marche pas. Alors comment ils en arrivent à lui poser la question? C'est un peu tordu, hein, mais en gros, Hector lui dit, tu l'as peut-être pété. Jessie lui répond, mais t'es bête ou quoi? Bien sûr, je l'ai pas pété, etc. Et Marisol lui fait, bah demande au jeu si Hector est bête. Et Jessie demande au jeu, est-ce qu'Hector est bête? Et bien sûr, le jeu fait bip, donc c'est le verre qui s'allume. Donc là, ils sont morts de rire. Ils font, waouh, je réfléchis, le jeu peut parler. Il l'amène vraiment de manière très bizarre. Pour qu'on en arrive à dire, bah demande au jeu si Hector est... Ah. Donc là, ils font, bah poser une autre question, du coup, et Jessie lui demande, est-ce que Jessie est beau? Et là, le jeu répond oui, donc avec un bip vert. Donc apparemment, Toby trouve que son soldat est beau. Qu'est-ce qu'il lui réserve? Je ne sais pas. Et donc Marisol, la petite intelligente du groupe, dit écoute, pose une question dont la réponse est forcément par la négative du coup, pour voir s'il n'est pas pété et c'est pas tout le temps que le vert qui s'allume. Et là, il pose la question, est-ce que Hector est black? Et le jeu fait non, donc allume le rouge. Donc là, ils sont paniqués. Donc là, ils commencent vraiment à tester plus sérieusement la chose. Ils font des jeux de cartes, ils tiennent des cartes cachées, ils posent au jeu, est-ce que je tiens le as de pique, le machin? Et le jeu, à chaque fois, a la bonne réponse. Toby, qui, je le rappelle, aime beaucoup jouer. Dans les différentes séries qu'on a vues, Toby, au final, aime beaucoup jouer. Surtout avec les enfants. Il aime bien jouer, Toby, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, à un moment donné, ils vont vouloir montrer à la grand-mère ce que le jeu est capable de faire. Donc, la grand-mère arrive, elle est en pyjama, elle est en train de ranger les vêtements, elle travaille, elle, pendant que les jeunes font les cons. Et ils lui font, mamie, viens voir, on va te montrer un truc, c'est génial. Ils lui montrent ce que le jeu est capable de faire. Je crois que la question qu'il pose, en plus, pour bien faire flipper la grand-mère, c'est est-ce que tu es là parmi nous? Et le jeu fait oui. Donc, bip, un bip vert. Et là, la grand-mère dit non, ça c'est mort, passe ça chez moi, tac, tac. Donc elle prend le jeu, elle l'enferme, elle l'amène. Eux, ils sont dépités, mais ils ne posent pas de résistance. Après tout, c'est la grand-mère, on respecte. Et voilà comment se termine cette partie de jeu. Et ça va mettre la puce à l'oreille de la grand-mère, apparemment. Quelques jours plus tard, on va la voir, en fait, elle va commencer à vinégrer tout l'appartement. En disant que le mal est déjà là, le mal est déjà ici, il faut épurer. Donc elle se met à frotter comme une dingue partout dans l'appartement. Ici, le jeu, en fait, a servi de Ouija board, quoi. C'est l'éternel jeu de dialogue avec le démon. À la différence près que dans la plupart des films de Ouija, c'est sur la planche de Ouija que l'invocation va se faire. C'est parce qu'on a joué avec un Ouija que le bordel commence, en fait. Ici, c'est pas le cas, le bordel est déjà là. Hein. Toby est déjà là, Ouija ou pas. Donc, c'est ça qui est marrant aussi, quelque part. C'est que quoi qu'il fasse, qui pourrait être donc des fautes dans la plupart des films, là, en vrai, qu'il le fasse ou pas, ça change pas grand-chose, en fait. Ce qui n'est pas le cas dans le premier. Quand ce con de Mika achète le Ouija dans le 1, Toby, qui n'est pas encore tout à fait puissant, qui n'a pas gagné en force, utilise en fait tous les moyens possibles pour leur faire peur, pour jouer avec eux en fait, pour les piéger. Donc le Ouija, c'est son moyen aussi pour les effrayer et se nourrir encore de cette peur. Donc là, dans le 1, le Ouija va aggraver les choses. Ici, concrètement, il y a vraiment cet aspect d'une fatalité dans l'histoire. Voilà, c'est vrai que ça m'avait échappé, mais Jessie est foutu en fait. On va bientôt le comprendre. Jessie est foutu. Oscar est foutu. Il leur est arrivé la même chose aux deux. C'est-à-dire que quand leur mère était enceinte, Anna a procédé à la même opération, au même rituel. Ils sont foutus. Quoi qu'ils fassent, ils sont foutus. Ça affaiblit un peu le film pour moi parce que je mets bien le fait que dans le 1, c'est par leurs actions et par la malice du démon, finalement, que tout n'est pas déjà consommé en fait, tout n'est pas déjà fait. Le démon doit user de malice, c'est sa force, pour gagner en force justement et en fait complètement mener ce couple à sa perte, surtout amener sa victime là où il veut. Et ça, c'était bien fait. Il a joué sur l'ego de Mika, sur l'amour en fait de Katie, et aussi sa faiblesse quelque part, sa culpabilité. Donc elle a laissé faire Mika, qui a bien lui aussi joué sur cette corde de la culpabilité. Enfin bon, je vais pas refaire le 1, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, les jeux ne sont pas faits. La victime a encore une chance. Elle peut s'échapper. Donc Game On, dans cette poursuite, dans ce jeu à 3, il a fini par gagner. Ici, dans le 5, dans Marked Ones, on peut se dire, oui mais ils ont été cons aussi, ils l'ont invoqué, ils ont pris le miroir dans l'église, ils ont fait une invocation. On pourrait dire, mais ils sont cons aussi, ils ont joué avec le Ouija board, enfin là du coup le Simon Says. Mais en fait, sauf que non. On va comprendre que bah non en fait, dès la case départ, ils étaient foutus. Que Toby communique avec eux ou pas, ils étaient foutus. Qu'ils fassent l'invocation ou pas, ils étaient foutus. Donc ça affaiblit l'histoire. Si les jeux sont faits dès le départ, bah on attend juste de voir l'exécution. Si la proie n'a aucune chance, c'est un peu bête quoi.
Tout simplement parce que le démon n'a pas développé de malice et le héros n'a pas, enfin le protagoniste plutôt, il n'a pas tellement son mot à dire quoi finalement. Sauf dans le cas d'Oscar. D'ailleurs, Oscar aurait été un très bon protagoniste pour cette histoire. On ne le voit pas beaucoup, mais quand même, il a déjà tué une sorcière en fait à son actif déjà. Et on va d'ailleurs voir pourquoi. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que la présence de Toby va se faire de plus en plus sentir. En tout cas, une présence va se faire sentir. Il y a une nuit justement où Jesse va se réveiller, aller à la porte parce qu'il entend son chien qui aboie face à une porte ouverte. Il ne comprend pas pourquoi. Il la racontera le lendemain. Il va fermer la porte. Il va avoir un jumpscare avec son père. Père qui est assez absent de l'histoire finalement, ce qui est dommage. Dommage parce que tout simplement il aurait eu son mot à dire, je pense quand même, dans son fils qui est en train de se transformer parce que son fils va commencer à se transformer à un moment donné. Et à part mon fils, je m'inquiète pour toi. Bon, il n'aura pas un grand apport. Mais donc Jesse va raconter cela, alors que Jesse pourrait lui en parler là. Quand son père arrive en disant mais qu'est-ce que tu fous debout, qu'est-ce que tu fous là à filmer, à machin. Et Jesse est là, mais c'est toi qui as frappé tout à l'heure, c'est toi qui as ouvert la porte. Bah non, c'est pas moi. Il aurait pu lui dire papa, il se passe des choses là, et ça commence à. D'abord il y a eu ci, puis il y a eu ça. Non, il préférera en parler à ses amis et il leur dira je suis allé à la porte, c'était bizarre, mais c'est comme si la présence n'était pas à l'extérieur, mais comme si elle était à l'intérieur autour de moi. Donc eux, ils sont un peu inquiets, mais ils n'arrivent pas à le prendre au sérieux vraiment l'histoire non plus. Donc ils désamorcent ça en faisant une blague à la con. Je crois qu'ils font une blague caca en plus, parce que Hector se chie dessus parce qu'il a bouffé des tortillas trop épicées. Mais voilà, ils désamorcent la chose parce qu'ils ne savent pas quoi répondre pour le moment. Mais ça y est, une fois que ces visites ont vraiment commencé, quelque chose va aussi changer chez Jesse. En fait, il va se découvrir des super pouvoirs. Donc l'infestation après la morsure, super pouvoir. Donc Jesse devient très fort. Quand il essaie de tomber, par exemple, il appelle Hector pour lui dire filme, je vais te montrer un truc de fou. Il essaie de se renverser en arrière, de se laisser tomber sur la tête, et en fait, non, il tient, comme si une force surhumaine le soutenait. Il le fait vers l'avant, c'est la même chose, il essaie de tomber de plus haut, c'est la même chose. Il ne se casse pas la gueule, en fait. On dirait que quelque chose le protège. Et Hector, ce con, va essayer de faire la même chose et finalement se casser la gueule et se faire mal. Donc en fait, cette protection ne concerne que Jesse. Cet aspect de protection ira même plus loin. Il ira même dans la violence, en fait. Parce qu'il y a un moment donné aussi où Jesse et Hector sont occupés à jouer au basketball et ils vont se faire agresser. Ils vont se faire agresser par deux connards là qui veulent juste leur sac en fait. Mais sans raison. Jesse va résister, mais une fraction de seconde, ils vont le foutre à terre et commencer à le tabasser en fait. Donc là, Jesse va avoir un geste de défense et là, ça va envoyer voler un des voyous, puis l'autre derrière, mais très loin. Du coup, vraiment une scène de super-héros en fait. Une force surnaturelle. Donc ils vont rapidement dégager de là. Et ils vont mener l'enquête, ils vont refilmer une scène en se disant ça doit être cette force qui s'est manifestée à travers ce fameux Ouija board dont je parlais, donc le Simon Says, le jeu. Et ils vont l'interroger via ce jeu. Ils vont lui demander du coup est-ce que c'est toi qui m'as aidé tout à l'heure par rapport au voyou? Donc la forme va répondre bah oui. Ils vont également lui demander est-ce que tu es mon ange gardien? Auquel elle répond non. Donc ça j'en avais parlé dans le 1 justement, c'est-à-dire que Toby ne ment pas, c'est très curieux du coup, sa manipulation ne passe pas par le mensonge. Manipulation il y a, mais pas comme ça. D'ailleurs parce qu'on va lui demander mais est-ce que tu es bon? Il ne répond tout simplement pas. Il ne va pas jusqu'à lui dire bah si t'inquiète pas, baisse ta garde, ça tout va bien se passer. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Il lui explique bien que il lui dit des choses ou préfère ne pas lui dire. Mais il ne dira pas jusqu'à dire qu'il est bon, mais il ne dira pas non plus qu'il est mauvais. Donc ce que je voulais dire par rapport à cette force surhumaine là, c'est surtout l'aspect de protection qu'on va voir. C'est-à-dire qu'en réalité là ce qui se passe, c'est que tout simplement Toby protège son soldat. Alors que dans les premiers quand les victimes Christy et Kitty se sont faites mordre, qu'elles ont du coup eu une force surhumaine. Après, elles étaient complètement possédées. La force surhumaine intervient avec la possession complète. Et là, du coup, elles pètent des nuques, elles font des choses, mais elles sont déjà aux ordres de Toby. Elles sont complètement possédées par Toby. Ici, il ne l'est pas encore, Jesse. Il a encore toute sa tête. Cette force est là pour le protéger. Donc, les soldats sont protégés apparemment. Et un autre soldat qui est protégé, c'est Oscar.